Ondes multiples présente On a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Danielle. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Pas aujourd'hui, ce jour même. J'ai déjà passé mon anniversaire. Et donc, je suis thérapeute holistique. Je pratique au Bourget du Lac. Alors, je peux vous raconter mon histoire, mais je vais choisir un moment particulier de ma vie. Ce qu'on appelle un peu l'éveil spirituel. Parce que c'est souvent ce qu'on me demande, et c'est souvent je réponds que c'est une longue histoire. Donc je vais vous la raconter. Alors moi, j'ai habité pendant 10 ans au Chili. Donc je suis partie là-bas quand j'avais 20 ans. Et là-bas, j'ai rencontré mon ex-mari. Alors comment je me retrouve au Chili? Ma mère est chilienne. Et du coup, j'allais là-bas quand j'étais petite, passer l'été là-bas. Ou c'est l'hiver là-bas en fait, parce que les saisons sont inversées. Et donc j'avais un lien avec le Chili et j'ai toujours dit, quand je finis mes études, je pars au Chili. Donc mes études n'ont pas duré bien longtemps, parce que j'ai fait un BTS de secrétariat trilingue. Et donc, dès que j'ai fini, une semaine après, j'étais au Chili, avec un contrat de saisonnier pour être secrétaire en vente dans une école de ski au Chili. Donc me voilà partie. Donc là je rencontre Mathias et du coup il s'empare de mon cœur et je reste au Chili finalement. Donc assez galère parce qu'il habite à Santiago du Chili. Alors moi je viens d'une station de ski, les Arcs, donc c'était un peu un choc de culture de passer de la France au Chili, mais surtout de la campagne ou la montagne à la ville. Et du coup j'ai commencé à prendre en compte ce que les autres, comment les autres me regardaient. Et donc j'ai commencé vraiment à me regarder dans le miroir et à pas aimer mon corps. Et donc mon ex à l'époque qui était un peu qui avait pas mal d'amis assez dans, on va dire, la jet set. Donc on faisait des soirées avec des top modèles, des mannequins. Donc ça n'aidait pas trop pour se sentir bien dans son corps, tu vois. Surtout quand les mannequins draguent ton mec devant toi, donc tu te sens un peu... Voilà. Donc, et puis surtout à cette époque, j'avais vraiment aucune confiance en moi. Donc, je décide d'aller dans un centre esthétique et me faire des massages esthétiques. C'est des massages réducteurs qui enlèvent la cellulite, tout ça. Je claque plein de thunes dans ce truc-là. Je vais au gymnase, je fais du sport tout le temps. Bref, et puis après, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir continuer à me payer des massages, donc je vais apprendre à masser. Comme ça, je vais me masser mon bourrelet. Donc tout commence avec un parcours très, très égotique, on va dire. Et donc, je cherche quelqu'un qui forme en massage. Et donc, voilà, je tombe sur une nana qui massait le futur président du Chili, donc qui était assez calé. Et donc, je prends des cours de massage esthétique, massage décontractant, relaxant. Bref, à la base, c'était pour me le faire moi-même. Et puis finalement, les choses ont fait que finalement j'ai commencé à faire une petite salle chez moi et à masser des personnes. Parce qu'ensuite, je suis partie habiter dans le sud du Chili, dans une région très touristique, à Pucón.
Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à masser comme ça, puis à y prendre goût. Et bon, entre-temps, je fais plein d'autres choses, hein. On va passer les détails, parce que là, sinon, on en a pour 2 jours. Bref, les choses font que je repars à Santiago finalement parce qu'on n'a pas réussi. On a eu un restaurant, ça n'a pas marché. Du coup, on est retourné en ville parce que mon chéri de l'époque avait du travail là-bas. Et donc, moi, je commence à entrer dans une école d'esthéticienne, puis à faire plusieurs formations en massage, dont une avec un monsieur de Puerto Rico qui est pour moi le meilleur masseur du monde. J'ai jamais vu quelqu'un faire masser comme ça. Et donc on fait une formation en massage deep tissue, donc tissu profond et thaïlandais sur table. Et donc on appuie sur tous les points, les méridiens, les trucs. Et moi à cette époque je croyais pas du tout à l'énergétique, je croyais pas qu'il y avait des choses autre que le corps physique qu'on peut voir avec nos yeux et qu'on peut toucher. Et là, en fait, on finit ce massage, donc je sentais les larmes qui commençaient à monter. Finalement, on se met en cercle pour dire le mot de la fin. Et là, j'ai senti un truc dans ce cercle-là. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré pendant un mois. Et je pleurais, et je pleurais, je pleurais. Je pleurais dans le bus, je pleurais dans le métro, je pleurais toute seule, je pleurais... Je pleurais en massant, je pleurais comme si je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre. Ce qu'on appelle un éveil spirituel, en fait. C'était mon premier éveil spirituel, parce que la semaine dernière, j'ai fait mon deuxième. Donc c'est marrant qu'on se retrouve maintenant. Donc ça a vraiment été un éveil par le corps, en fait. Par le corps et par l'énergie. Je me suis rendu compte que comment c'était possible qu'en appuyant sur plein de points comme ça, j'ai une explosion émotionnelle. Et surtout moi qui est habituée à tout garder. Et à rien dire, et à pas jamais me fâcher, jamais pleurer, jamais rien, rien. J'exprimais juste de la joie quand j'étais bourrée. Et de la jalousie aussi, tiens. Oh là là, ouais. Et donc, puis pour moi c'était inexplicable. Je pouvais pas dire pourquoi je pleurais. Je savais pas pourquoi je pleurais. Ça a été comme une libération ou une prise de conscience. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique. Alors je fais plusieurs formations, dont un premier niveau en Reiki. C'est toujours un peu par quoi on commence. Et donc je me retrouve dans la Cordillère des Andes, dans un lieu vraiment assez magique en fait, entre les montagnes, à passer mon premier niveau de Reiki. Et à cette époque-là, déjà avec mon mari, c'était pas trop la fête. Sexuellement, c'était mort. Je m'étais privée de plein de choses aussi, parce que j'avais envie d'autres choses. D'autres mecs, d'autres filles, d'autres... Du coup, j'avais bien refoulé. Et puis, je me sentais pas bien. Je me disais, c'est de ma faute. Je suis frigide. Bref, vraiment une torture terrible. C'était la torture tous les soirs avant de se coucher, parce que je voulais pas me mettre toute nue devant lui pour pas que ça l'excite. Ah ouais, j'avais plus envie, mais j'attendais, je me disais ça va s'arranger. Alors j'en parlais, hein, mes copines, elles me disaient mais tu l'aimes? Je sais pas si je l'aime, j'en sais rien. C'était pas bien. Et donc je vais à cette initiation Reiki, et là bien sûr je fais que pleurer tout le temps quoi. Et elle me fait l'initiation à la fin, donc t'es assis sur une chaise, tu fermes les yeux, elle fait je sais pas quoi autour de toi. Et là, elle a posé sa main devant mon cœur, et là, j'ai senti un truc de fou. J'ai senti, mais le plus grand amour que j'ai senti de ma vie. C'est l'amour, un amour avec tous les amours réunis en fait. C'est une ouverture de cœur. Alors là, j'étais émue, j'ai pleuré, pleuré, parce que c'était beau. Enfin, vraiment, c'était. J'ai jamais revécu ça aussi fort en fait. C'est encore 1 million de fois plus fort que quand tu tombes amoureux. Et je pense qu'il y avait l'endroit et la dame aussi qui faisait ça. Elle était vraiment d'une bienveillance et d'une douceur. Et du coup, ouais, ça a été assez magique.
Et donc là j'ai commencé à travailler en énergétique et bon entre-temps j'ai eu un amant, voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis rendu compte que j'étais pas frigide, mais pour autant j'étais pas bien non plus. Enfin, ça m'a fait du bien, vachement de bien. Mais je retournais à chaque fois avec mon mari, j'arrivais pas à partir quoi. Sachant que j'étais aussi complètement dépendante de lui sur tous les plans. Donc c'était très compliqué. Et je me rappelle, pour essayer de sauver les meubles, lui offrir un voyage au Costa Rica. Et finalement, là-bas, il était désespéré parce que j'avais jamais envie de faire l'amour avec lui. Et finalement, il me viole dans la salle de bain. Et là, une amie, elle me parle de quelqu'un qui travaille beaucoup avec les pierres et les cristaux et qui allait faire un atelier d'initiation. Donc, je dis à ma copine, ouais, tu veux venir avec moi et tout. Bah, allez. Du coup, on arrive à l'atelier. Donc, il nous fait un nettoyage, il nous fait une fumigation en chantant des trucs. Et puis, on s'assoit tous en cercle encore à nouveau. Et puis là, il commence à présenter des pierres. Donc, il nous montre différents types de cristaux. Et puis là, il sort une obsidienne. Donc, c'est un verre volcanique noir. Et quand j'ai vu la pierre, alors là j'ai eu le coup de foudre. Et il a commencé à en parler, il disait que c'était une pierre qui travaillait sur notre côté sombre, occulte, inconscient, que ça permettait de trouver des réponses des fois quand on était bloqué. Mais qu'il fallait faire très attention à cette pierre parce que ça déménageait et puis ça pouvait se faire ressortir des choses très noires. Donc fallait pas trop la trimballer dans son sac à main, il disait. Et moi, en fait, elle m'a fascinée. J'ai eu quelque chose à l'intérieur de moi, comme c'est un appel de l'âme. Hein. J'ai fait, mais cette pierre, j'ai dit, c'est elle qui va me guérir. J'ai eu ça. Et entre-temps, il parle des quartz aussi, des quartz mètres. Donc, c'est du cristal de roche avec différentes spécificités. Et là aussi, j'ai accroché. Mais je développe ce travail avec le quartz 7 ans après. Il m'a fallu d'abord nettoyer beaucoup avec l'obsidienne avant de passer à quelque chose de si lumineux que le quartz. Donc voilà, je sors de là. Il me faut une obsidienne absolument. Je la cherche partout pendant 2 mois. J'en trouve pas alors que le Chili c'est un pays volcanique. Et impossible d'en trouver jusqu'au jour où on part marcher à nouveau dans la cordillère des Andes, là où j'avais fait mon stage de Reiki. Et là, il y avait un petit marchand ambulant de pierres. Et là, boum, il y avait une obsidienne. Ah, alléluia. Du coup, bien sûr, je la prends en direct, trop contente. Et donc, au retour, je la pose sur la table de nuit et puis voilà, je la laisse là. J'avais un peu zappé ce qu'il m'avait dit, le gars, quoi. Et je prenais pas trop au sérieux le truc non plus. Je croyais, je me disais, j'aimais bien les cristaux, mais je croyais pas spécialement à leurs propriétés. Enfin bref, je fais semblant que tout va bien alors que tout va mal. Mais bon, lui aussi, il en a marre. Enfin, on est tous les deux en train de se détruire en fait. Pour lui, il n'y a plus rien qui s'ouvre. Je pense quand une relation elle arrive à un terme comme ça, moi j'avançais plus, lui non plus. Enfin, on était plutôt en train de passer à la destruction qu'à la construction de choses quoi. J'avais même pensé à lui faire un enfant pour que ça s'arrange. Oh putain. Oh là là. Parce qu'en plus c'était pas mon truc d'avoir des enfants, mais j'étais prête même à faire ça quoi. Donc nous voilà avec la pierre. Et puis j'oublie complètement. Et en fait, je commence 2 jours après que je l'ai mise, je me réveille. Je descends l'escalier, là je peux plus marcher. J'ai comme une déchirure musculaire à la cuisse. Alors que j'avais rien foutu, hein, j'avais pas fait de sport. Rien du tout. Donc là je me rends encore pas compte, mais je trouve ça extrêmement bizarre. Je me dis mais c'est impossible. Enfin. Et puis j'étais fatiguée la nuit, j'avais l'impression que j'avais une autre vie la nuit quoi. J'ai beaucoup de rêves, mais autant je m'en rappelais plein, mais ça brassait beaucoup. Et donc à une soirée, je sais pas, on commence à parler de ça. Et Mathias, donc, il dit, ouais, moi aussi, je suis exténuée, je fais des rêves de fou, je me réveille, j'en peux plus. Et là, j'ai fait, oh j'ai dit, ah, mais c'est la pierre, en fait.
Donc elle m'a fait peur. Je l'ai prise et puis je l'ai mis dans la pièce d'à côté. J'ai dit, voilà, je sais pas trop quoi en foutre de cette pierre. Je vais la laisser tranquille, hein. Mais là, je me suis rendu compte qu'elle était puissante. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas de la rigolade en fait. Il disait ça vraiment sérieusement. Et bon, et puis quelques jours après, je marche dans une galerie marchande et puis je rentre dans une boutique de livres comme ça. Et puis là, je regardais toujours les livres un peu ésotériques et tout ça. Puis là, je tombe sur un livre qui s'appelait en espagnol, je vous le dis en français, c'était Obsidienne, pierre sacrée de guérison. Et là j'ai fait, mais non, il y a quelqu'un qui connaît vraiment ça et tout. Et donc à cette époque j'avais pas un rond quoi. J'avais même pas assez d'argent pour m'acheter un livre à ce moment-là. Et ouais, parce que je voulais pas demander de l'argent de poche à mon mari, forcément. Même si je travaillais en massage, mais là-bas c'était carrément de l'esclavage quoi, tu gagnais 10 € de l'heure. Et puis il fallait que le massage il soit très appuyé, hein, sinon. Et du coup c'était mon anniversaire. Et donc je demande le livre pour mon anniversaire à mon ex et puis à sa famille, parce que je m'entendais bien avec sa maman. Et donc voilà, on arrive le jour de mon anniversaire. En fait, on était partis au bord de la mer parce que sa maman habite là-bas. Donc on allait le fêter là-bas. Au moment où il m'offre le livre, j'ai des frissons partout, chair de poule dans tout le corps. Vraiment comme si, il y a un truc qui s'est passé quoi. Forcément, je me mets une grosse caisse, hein, parce que à cette époque, j'avais une bonne descente. Et puis c'est mon anniversaire, quoi. Ouais, voilà. Donc je noie mon chagrin dans l'alcool. Ouais. Et puis en plus, je me faisais super chier avec ses cousins. Enfin bref. En plus, j'avais pas des super relations non plus. Ouais, j'arrivais pas à rentrer vraiment en contact avec les gens. Donc voilà, pour pas trop me faire chier, je me mettais des grosses caisses. Bref, le lendemain, le matin, je me réveille, coupe la gueule de bois grave, et j'ouvre le livre. Et là, je commence à lire le livre, et là, j'ai l'impression que c'était quelque chose que j'avais attendu toute ma vie, parce que je lisais, quoi. Ça, là, ça parlait de ce qui est refoulé, de ce qui est non dit, que ça, finalement, ça part pas, ça reste dans ton inconscient, et que du coup, des fois, il y a des réactions et des choses qui se passent que t'arrives pas à maîtriser, tu comprends pas, et tout, et puis je lisais la pierre, et oh là là, mais ça disait bien dans le livre qu'elle Anna Silvia, donc l'auteur, c'était un système de guérison, qu'il fallait être suivi par un thérapeute, que c'était des géométries d'obsidienne, donc c'était des pierres qui étaient taillées dans un but précis. Donc là tout de suite, je lis tout le livre, et là je fais une sieste. Et là, je sens que la pierre qui était à Santiago, donc il y a 1h30 de route, l'obsidienne que j'avais, elle était derrière moi dans mon dos. Et elle était en train de passer sur tous mes chakras, on va dire du dos, et elle s'arrêtait devant. Comme si c'était, on aurait dit, je sais pas, c'était trop bizarre. Et elle s'arrêtait comme si elle était en train de me soigner la colonne vertébrale en fait. Et donc elle montait, comme ça, petit à petit, le long de mon dos, elle s'arrêtait. Et moi je flippe, c'était trop bizarre, j'avais un peu peur parce que c'était vraiment réel quoi. Je sentais vraiment qu'elle était là. Et je me suis dit mais c'est pas possible, comment cette pierre qui normalement qui est pas du tout là, elle est là derrière moi quoi, en train de me faire je sais pas quoi. Donc j'avais pas du tout le contrôle non plus et du coup ça m'a fait un peu peur. Et d'un autre côté ça m'a fasciné aussi quoi. Donc je me réveille et là je me dis ah bah ouais non mais là il y a un truc quoi. Donc je fais des recherches sur internet, c'était pas difficile à expliquer quoi. Puis moi à cette époque-là j'étais encore assez cartésienne, même si je commençais à m'ouvrir à l'énergétique et tout, mais là c'était vraiment c'était un peu ouf quand même. Donc recherche Google et tout, j'ai dit il faut que je trouve une thérapeute ou faire une formation, j'ai envie de faire ça quoi, je trouve ça trop bien. Et puis là, je tombe sur une nana qui a ouvert une formation de thérapeute d'obsidienne au Chili, quoi, à Santiago, qui avait commencé le mois d'avant, en mars. Donc je l'appelle et tout, alors je lui dis est-ce que c'est encore possible, elle me dit oui, écoute, t'as un mois de retard, mais c'est pas grave, tu peux rattraper le groupe, par contre faut que tu rentres en thérapie tout de suite, pour que tu commences à travailler avec les pierres et tout. Elle me donne rendez-vous. Et là, comme par hasard, alors comme par magie, alors je sais pas comment j'arrive à trouver des thunes, je sais plus qu'est-ce qui se passe, mais les thunes elles arrivent. Et là j'arrive donc à mon rendez-vous avec elle, et là pour la première fois j'ai pu parler de ce qui m'arrivait vraiment,
Et là, bien sûr, je fais que pleurer. Enfin, je me suis rendu compte que j'arrête. Enfin, là, j'arrivais plus à me voiler la face que j'étais pas du tout bien dans ma vie, quoi. Et donc, elle me parle de mes parents. Oh, bon, tout va bien avec mes parents. Ta famille, ça va? Ouais, ton enfance, ouais. Nickel, pas de problème. J'avais fait aucun travail intérieur vraiment avant, en fait. Et puis, il y avait tellement plein de barrières que je voyais rien, en fait. Donc voilà, et puis elle me dit, bah écoute, va falloir que tu rattrapes le groupe. Donc, poum, elle m'a commencé à me dire, tu vas utiliser 3 pierres d'un coup, dont Osiris, l'œuf d'obsidienne, qui se met à l'intérieur du vagin. Ouais, ok, tu sais quoi, je m'en fous, là, je suis tellement au bout de ma vie que je suis prête à tout. Franchement, ouais. Donc, elle me dit aussi, on travaille sur des archétypes, des structures énergétiques, machin, qui sont dans l'inconscient collectif de l'humanité. Oh, je dis, ouais, 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 alors, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, ouais, bah, faut que tu travailles l'archétype de l'esclave. Donc, une fois par semaine, il faut que tu te mettes toute nue avec un collier pour chien. Voilà, je dois faire un rituel, en fait. Et ouais, 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 allez, vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. Et donc, bah, ce jour-là, après le rendez-vous, je pars travailler. Parce que j'avais un massage et tout. Et trop bien cet après-midi, j'avais fait, je sais pas, un soin, mais je me rappelle j'étais trop bien déjà là. Et en fait, après le taf, je rejoignais une copine qui habitait dans le même quartier, qui était un quartier très chic de Santiago. Parce qu'après, on allait faire la fiesta, quoi. Et donc, après, bah, j'allais à pied, en fait. Donc, je sors du spa et tout, j'avais mon sac avec mes obsidiennes. Voilà, puis j'avance, puis en fait, la rue était toute noire, il n'y avait pas de lumière. Puis j'avance comme ça. Et là, d'un coup, ben, je sens qu'on me tire mon bras, quoi. Et on me tire le sac, là j'étais en choc, tu vois, j'ai rien compris. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me retourne et je vois un mec qui essaye de me voler mon sac. Et donc, j'ai un moment de pause. Et puis, moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de boxe anglaise. Donc, quand je me suis rappelé que j'étais une boxeuse, donc j'ai regardé droit dans les yeux. Et genre, j'allais le buter, quoi. Et donc, j'ai gardé mon sac et genre, je vais pas lâcher mon sac, quoi, tu vois. Et finalement, bah, le mec, il part en courant. Et puis finalement, moi, je pars en courant aussi. Ouais, sans le sac. Il avait rien pris. Je vérifie, tout était là et tout. Et donc, je pars en courant aussi, mais j'étais flippée. Enfin, j'avais le cœur qui battait à 5000. Ouais, sur le coup, c'était plus de la peur, parce qu'en fait, je savais, moi, j'ai réagi comme ça, mais après une minute de réflexion, je me suis dit, peut-être il y a des autres gars derrière avec lui. Enfin, tu vois, donc j'ai couru. À ce moment-là, j'ai couru, mais Forrest Gump, quoi. Un truc de fou, j'ai fait un sprint le plus long de ma vie, je crois. Et donc, je suis arrivée vite, j'ai vu des flics et je leur ai dit, ouais, machin, il s'est passé ça. Ah, ouais, donc, j'étais en panique, je vais voir mes copines, alors je leur dis ce qui se passe. Et moi, là, à ce moment-là, je voulais juste appeler mon mec qui vienne me sauver, tu vois. Il va me faire un câlin, dire tout va bien, c'est pas grave. Et mes copines, mais non, allez, on s'en fout, on va faire la fête. De toute façon, c'est bon, t'as ton sac qui sert à passer. Alors, vas-y, on va acheter du champagne. Enfin, du faux champagne là-bas, hein, je précise. Et, euh, et donc, j'achète du champagne. Donc, ouais, une bouteille de champagne chacune. On part en boîte de nuit. C'est la fête. Et, euh, et voilà, le lendemain matin, je suis chez moi. Puis, je devais aller faire des courses. Et là, j'ouvre mon sac. Et j'avais plus mon porte-monnaie. Et par contre, j'avais les obsidiennes. Mais le porte-monnaie, je l'ai perdu dans la soirée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je l'avais, hein. Le mec, il me l'avait pas volé. Et donc, du jour au lendemain, bah, je me retrouve sans un sou, quoi. Et sans carte d'identité. Enfin, j'avais plus d'identité, quoi. Et l'esclave, c'est ça, c'est rien, quoi. Ça vaut rien, une esclave. Dans les mémoires, on va dire. Et là, puis j'avais pas plus de nom, plus de permis de conduire. Et donc, vu que j'avais pas de carte d'identité, je pouvais pas aller retirer de l'argent. Donc, bref, la dèche totale. Et là, j'ai dit, voilà, c'est quoi ce truc de fou là? Et j'avais pas fait tout de suite le rapprochement avec l'esclave, hein. Mais bon, bref. Et j'avais pas envie de demander des thunes à mon ex, donc j'étais déjà un peu logé, nourri, blanchi. Euh, donc, voilà, puis finalement, je sors mon vélo. Finalement, j'arrive à vivre très bien comme ça. Euh,
En même temps, en vélo, je me rends compte que des fois, les gens, quand ils respectaient pas, mais je poussais, j'étais vraiment furex, quoi. Enfin, là, je me reconnaissais pas, en fait. Déjà, là, je commençais à péter des câbles, vraiment à me défendre et à ouvrir ma gueule, chose que j'avais jamais fait, quoi. Mais, quoi. Les insultes dans la rue et tout, mais j'avais l'œil du tigre, quoi. Donc, ouais, chelou. Et, euh, et donc, ce soir-là, je fais un rituel de l'esclave. Et là, ce soir-là, je fais un rêve, mais je vais pas le raconter, mais un rêve vraiment effrayant, quoi. Vraiment en mode démoniaque, tu vois. Je me réveille et tout. Je fais non, mais c'est quoi dans ce truc dans quoi je me suis mise et tout. Alors, mon mec à cette époque-là il me dit bah écoute, c'est peut-être une secte en ce moment et trucs. Tu sais, un peu, il me disait un peu fais pas ton truc, quoi. C'est pas bien. Puis moi je flippais aussi, tu vois. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc? Enfin, il m'arrive que des trucs quand même bien chelous, quoi. Depuis que j'ai commencé, il m'arrive qu'on dirait que j'ai la poisse. Donc j'appelle la thérapeute, je lui dis, bah, écoute, c'est quoi ton truc en fait? Enfin, c'est quoi votre truc? Elle me dit, mais non, t'inquiète pas, de toute façon, là, dans 2 jours, tu rejoins le groupe et tu vas voir, tout le monde aussi vit des choses un peu comme ça, machin. Et tu vois, ça va te faire du bien d'être dans le groupe et tout. Du coup, bah voilà, j'y suis allée, je vais dans le groupe. Finalement, tout le monde était au bout de sa vie. Ouais, et puis c'était dense, enfin, c'était vraiment dense, quoi, des histoires. Mais du coup, voilà, là, j'ai décidé de continuer, quoi. Je me suis dit, bon, écoute, je suis en train de traverser le truc, et puis voilà, quoi. Bref, je continue mon travail, finalement. Donc, je faisais que pleurer, vraiment. Et puis, c'était la première fois que je me retrouvais vraiment au groupe à parler. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je fais ça, quoi. Parce que c'est vrai que ça m'a vraiment porté. Sinon, s'il n'y avait pas eu ce groupe, j'aurais lâché l'affaire, je pense. Bref, 3 mois après, je me réveille un matin, je regarde à côté, et là, je dis, ah ouais, non, là, mais là, c'est plus possible. Et je me réveille, je regarde, je fais, faut qu'on se sépare. Là, c'est bon. Là, c'est fini. J'en peux plus. Oh, mais arrête avec tes conneries, tu dis toujours ça. Je dis non, non, mais là, vraiment, là, j'en peux vraiment plus. Enfin, là, j'arrive au bout, quoi. J'avais touché le fond du truc, quoi. On était mariés depuis 4 ans. Tu vois, ça faisait depuis 8 ans qu'on était ensemble. 8 9 ans, quoi. Et donc, de toute façon, ça commençait à partir en cacahuète depuis le mariage, quoi. Donc, ça faisait 4 ans de tristesse. Et de sentir que ta vie, elle t'appartient pas, en fait. Et que t'es pas bien, mais tu sais pas pourquoi, et qu'il te manque un truc, mais que tu sais pas ce que tu veux, tu vois. Et là, ça a été radical, quoi. Pouf, j'ai dit, bah là, non, là c'est bon. Finalement, je dis ça, mais après, je regrettais ma décision parce que j'étais tellement triste, oh là là, et puis je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, quoi. Et finalement, son frère, il partait 2 mois, du coup, il m'avait laissé l'appart. Non, il partait un mois, puis voilà. Puis j'ai dit, de toute façon, il faut que je parte, il faut que je sorte de la maison, parce que là, c'est... Parce qu'en plus, en fait, on est resté un mois où lui, il dormait dans la chambre d'à côté. Enfin, c'est horrible. Enfin, vraiment, ça, c'est... Ces transitions comme ça, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu, et c'est vraiment pourri. Mais je voyais après, il a respecté ma décision, tu vois, et même des fois, quand je replongeais, ah non, je peux pas vivre sans toi, il me laissait plus... Pour lui aussi, ça s'était cassé, quoi. Donc finalement, un mois après, on travaillait l'archétype de la pute, donc c'était marrant. C'est la femme libre et tout. Et là, je me rappelle, je pars, je fais un dernier baiser, et là, je mets toutes mes affaires dans la caisse. Et je me casse. Oh, c'est trop bien ce moment. J'étais dans la voiture avec tous les trucs, toutes les affaires dont je n'ai même pas récupéré. Je crois que j'ai tout laissé là-bas finalement. Et là, je me sens trop fière de moi, putain. Là, mais je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. En plus, moi, je flippais de conduire dans le centre-ville. Et en fait, la partie était en plein centre-ville. Et la partie, en fait, je faisais tout péter, quoi. Je sais quoi, je m'en fous. J'avais plus peur. Donc voilà, je m'installe dans cet appart. Je continue à bosser. Je me sentais pas super bien. J'étais un peu au bout de ma vie quand même, quoi. Et puis moi, je comptais pas rentrer en France. Enfin, moi, c'était la loose, quoi. Du coup, je voulais partir au Canada, en fait. J'avais pas envie de rentrer en France. Je savais pas pourquoi, mais j'avais envie de m'éclater. En fait, j'avais envie de vivre les années folles que j'avais pas vécues avec lui, quoi. De me taper 150 mecs. Enfin, bref. Finalement aussi, je l'ai vécu. Mais bon, je pensais à cette époque que c'était ça qui me nourrissait, quoi.
Et donc, elle cherche du taf au Canada, elle cherche du taf à Air France pour bosser en hôtesse de l'air. Rien qui sortait, bref. Entre-temps, fallait que je vire de l'appartement, donc je loue une chambre chez une dame, adorable, à première vue, trop choupie. Elle me loue une chambre. Et finalement, avec le temps, je me rends compte qu'elle est bipolaire. Enfin, elle me le dit déjà le premier jour qu'elle est bipolaire. Ok, pas de souci. En fait, elle dormait pas de la nuit. Elle mettait la musique et la télé à fond. Elle fumait comme un pompier. Tout sentait la cigarette. Et elle mettait la télé fort parce que selon elle, il y avait des gens dans la télé, tu vois. Puis il y avait des gens dans la radio qui nous écoutaient. Puis elle attendait son chéri qui allait venir. En fait, son chéri, c'était un animateur de télé. Et donc j'essaie de parler avec elle aussi des fois, mais en fait, je dormais. Là, j'étais pas bien et en plus, je dormais pas, quoi. Et ce qui m'a sauvé à cette époque, c'est que je m'entraînais pour un combat de boxe, donc j'étais en mode. J'avais une super alimentation, je pense que c'est ce qui m'a aidé à pas descendre encore plus bas. Et je courais, je m'entraînais à fond, je tapais dans les sacs de boxe, et puis en même temps je pleurais. Enfin, c'était libération. Et là, finalement, j'avais encore les clés de mon ex-appart, et donc je devais aller récupérer des trucs. Et puis là, je rentre dans l'appart, puis je vois 2 coupes de champagne. Enfin, déjà vite, quoi. Avec genre un petit plateau de fromage. Je me dis, ouais, tu fais pas trop ça avec un pote, quoi. Enfin, tu vois, des coupes de champagne avec un plateau de fromage. Enfin, en plus, c'est ce qu'on faisait tout le temps, tous les deux, quoi. Donc, je suis, oh là là. Et là, la curiosité était plus forte que moi. Et j'ouvre sa table de nuit, et là, il y avait des sachets de capote ouverts, un truc. Et là, alors là, descente aux enfers. Là, ça a été horrible. J'ai eu une douleur dans le cœur, mais vraiment, j'ai senti, tout, j'ai senti de la tristesse, l'abandon, le rejet, la trahison. Puis en plus, pour en rajouter une couche, j'avais son code Facebook. Donc je vais chez ma super copine du champagne, là, qui était super, toujours de bons conseils. Vas-y, regarde le truc et tout, faut que t'ouvres pour que tu saches. Mais non, ça se fait pas et tout, j'aimerais pas qu'il fasse ça. Si, faut que tu l'ouvres. Allez, boum, j'ouvre les messages de Facebook. Et alors là, j'avais tous les messages de cul. Et donc finalement, il s'était mis avec, genre 2 semaines après que je me sois barrée, quoi. Donc tu dis, le mec, voilà, il disait que je suis la femme de sa vie, que sans moi, il y aurait plus personne. Puis moi, je partais pas aussi pour ça, tu vois. Tu sais, genre, après, je me le racontais un peu, je voulais pas ruiner sa vie, quoi. 2 semaines. Et là, je me suis assise sur le canapé. Et là, je me suis dit, non, la meuf, là, faut pas que tu rentres en état de choc. Là, il va falloir vraiment que tu pleures ton truc, là. Parce que là, t'as ouvert une blessure. Et là, j'avais des outils. Donc, j'avais ma super sphère d'obsidienne. Et là, je pleure, mais comme une madeleine. Je vais pour taffer, je m'arrête. Je m'arrête dans la voiture. Je pouvais plus, quoi. J'arrêtais pas de pleurer. Je me pleurais en massant les gens. Enfin. Et là, du coup, je dis, moi, je dis à ma patronne, j'arrête. Puis j'en avais ras le cul de bosser pour 10 balles de l'heure aussi. C'est quoi ton truc à faire? Allez, poum. Et donc, je fais mon deuil dans cet appartement avec cette dame qui me laissait pas dormir. Et donc, et là, c'était horrible. Là, j'ai vraiment touché le fond. Je crois que depuis là, j'ai jamais autant touché le fond que là, en fait. Ah ouais, c'était trop, ça faisait trop mal, quoi. J'avais mal dans mon âme, quoi. Tu sais, quand t'as même mal aux cheveux, t'as mal, y a tout qui te fait mal. Il n'y a rien. Il n'y a pas de boulot, pas de famille, pas d'amis, finalement, parce que des amis, ils étaient pas là, quoi. Mis à part ma copine avec ses conseils pourris, et je pense, moi je demandais que ça, hein. Je disais, mais j'espère me faire écraser par un camion. Enfin, j'avais des envies de mourir, quoi. J'allais pas passer à l'action, tu vois. J'avais pas l'énergie, de toute façon. Un suicide, c'est quand tu commences à avoir de l'énergie, tu vois. Mais là, j'avais pas d'énergie pour passer à l'action. Dieu soit loué. Et là, je me sentais seule. Mais je disais, mais il y a personne, quoi. Mais il y a personne. Et puis moi, à cette époque, je commençais vraiment à contacter un peu des guides invisibles ou des anges, des archanges. Je disais, mais même eux, ils sont barrés, quoi. Je disais, mais il y a plus personne, quoi. C'est pas possible. Je me suis dit, je suis seule, quoi. Et là, je pouvais plus, quoi. Vraiment, j'étais au fond du gouffre, mais grave, tu vois. Puis en plus, la nana bipolaire, elle devenait de plus en plus ouf. Parce que peut-être le fait aussi qu'il y avait plein d'obsidienne dans ma chambre. Comment elle commençait à tout jeter par la fenêtre, la cafetière, la bouilloire. Bref, ça partait en cacahuète complet. Enfin,
Et là j'ai eu la foi, tu vois. Je me suis dit, putain, mais aidez-moi, quoi. J'ai besoin d'aide, vraiment, là, je suis pas bien. Et en fait, il y avait quelques mois de ça, j'avais fait un soin, j'avais fait un échange avec une amie qui habitait au Mexique, qui était en géologue. Elle était un peu médium avec les anges, quoi. Bref. Et moi, je lui avais fait un soin à distance. Et là, elle me dit, ah, bah tiens, je peux te faire c'est du channeling, une canalisation de tes anges ou je sais pas quoi. Donc, ah bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, là, quand elle m'a fait la canalisation, ça me met encore, hein, mais là, j'ai fait, putain, elle me dit, il y a plein de monde autour de toi. Elle me dit, ils te disent qu'il faut que tu rentres, tu retrouves tes racines, tu as besoin de retrouver tes racines. Moi, je comprenais pas encore, mais le fait d'avoir senti que j'étais pas seule, quoi, et ben, je commence à remonter. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que finalement j'étais super vénère contre ma famille, en fait. C'est pour ça que je voulais pas retourner là-bas. J'ai dit, mais je suis jalouse de mes frères. Mon père il me saoule, il gueule tout le temps. Ma mère, oh là là. Puis là j'ai fait, mais comme si la fenêtre elle s'était ouverte et j'avais vu tous les trucs. Enfin, tout, j'exagère, mais beaucoup de choses qui avaient été refoulées, quoi. Puis j'avais compris pourquoi je m'étais barrée à l'autre bout de la planète, en fait. Et là, entre-temps, bah, j'ai une copine qui m'invite à un cercle de femmes. Et là, je commence à faire des cercles de femmes, donc ça me faisait hyper du bien. Je faisais des cercles d'hommes finalement, parce qu'avec les copains de la boxe, on allait boire des bières à chaque fois après l'entraînement, et du coup j'étais hyper entourée, quoi. Et là, je me rappelle, je marchais dans la rue de Santiago et je me sentais invisible. Mais c'était trop bien, en fait. J'ai l'impression que, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé, vraiment une grosse prise de conscience, quoi. Puis entre-temps, même le cercle de femmes, finalement, je m'investis dedans, je leur fais une méditation, enfin, alors que j'étais hyper timide à la base. Mais non, finalement, vraiment des trucs, ouais, comme si je récupérais un peu des parties de moi que je connaissais pas non plus, quoi. Et bon, finalement, bah, je commence à remonter, elle est mieux. Je termine ma formation. Bah, j'étais pour terminer, et puis là, mon frère qui m'appelle. Il dit, Dani, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, je sais pas, j'ai pas de thune, j'ai plus envie de bosser. Il dit, rentre, tu sais quoi, rentre, fais une saison de ski, rentre chez les parents, et puis voilà, puis après tu verras bien, mais il faut que tu reprennes des forces, quoi. Et là, puis je voyais qu'il y avait rien d'autre, tout était fermé, enfin, toutes les autres portes étaient fermées, quoi. Je dis, ouais, tu sais quoi, ouais, je vais rentrer, ouais. Puis je me suis rappelé du message qui était rentré, retrouve tes racines. Et là, je fais, ouais. Du coup, je vends ma caisse et je prends mon billet. Mon combat de boxe s'annule parce que la nana, elle m'avait vu m'entraîner. Elle a flippé, en fait, elle a annulé le truc. Parce que j'avais la rage, laisse tomber. Je sais pas si c'était bon, mais du coup, la nana, elle avait lâché l'affaire. Ah non, mais je m'entraînais mais tous les jours, mais j'étais une folle dingue, quoi. Et du coup, ouais, allez. Je dis, je rentre et entre-temps, bah, je termine ma formation, donc à la fin on t'offre un couteau d'obsidienne, tu vois, tu dois faire une incantation comme quoi tu dis que tu veux plus les ténèbres, quoi, que tu choisis la lumière. Et là c'était hyper émouvant. Et, et à ce moment-là, juste, je partais, je sais plus, 2 semaines après, j'ai une amie qui me présente une copine à elle, Maïté. Et la nana, je la trouvais trop géniale, quoi. Elle faisait du MMA ou je sais pas quoi, mais elle était trop rigolote. Et je me suis vraiment retrouvée en elle, quoi. J'ai kiffé cette nana. Et un soir, donc je fais un barbecue adieu. Et il y avait personne à ce barbecue. Donc c'est là où je me suis dit, finalement, tes potes, faut vraiment que je me barre. Franchement. Et donc, bah, j'ai ma copine qui vient avec elle. Et avec une autre copine et une autre, enfin, qui venait aussi avec une nana que je connaissais pas, en fait, de filles que finalement je fréquentais moins, et finalement elles sont venues. Et entre-temps, bah, la nana bipolaire, elle s'était barrée de la maison parce qu'elle avait agressé un flic avec un cendrier. Donc j'avais le chez moi, là ça s'était ouvert, en fait. Là j'étais toute seule, je pouvais dormir, je pouvais me promener à poil, faire ce que je voulais, nettoyer mes obsidiennes dehors parce qu'en plus, en fait, j'étais toute la journée entourée d'obsidienne parce que j'avais aucun autre endroit
Donc je crois que c'est pour ça que ça m'a défoncé mes puissances 1000. Et bon, du coup, j'invite les filles, et puis finalement, ça soit tout en certes. Et là, il s'est passé une soirée magique en fait. Où j'ai commencé à expliquer à Maïté comment ça fonctionnait, l'énergie, les couleurs et tout. Et du coup, on a commencé à se faire des soins. Et puis là, il y en a une, de nulle part, elle est médium. Elle commence à me dire, oh, elle me dit, oh, je vois elle commence à pleurer, elle me dit, oh, il y a une vieille dame derrière toi. Elle te dit, mon petit bouchon. Pouah, je commence à pleurer comme une madeleine. C'est ma grand-mère, quoi. Et la nana, elle savait pas qu'elle était médium, tu vois. Genre, il s'est passé un truc, mais c'était incroyable. Je commence à regarder cette nana et tout, et là, je tombe amoureuse d'elle, quoi. Je dis, putain, je tombe amoureuse d'elle, quoi, vraiment. Et je lui dis, putain, je tombe amoureuse de toi et tout. Mais elle était pas du tout OP. Oh, moi, je t'aime bien aussi. Voilà, quoi. Tu vois. Ouais, t'es chou, mais voilà. Donc, ouais, moi, j'aurais pu entamer une relation. Mais bon, après, c'était le bordel, tu vois. Je partais une semaine après, même pas, je crois. Mais du coup, c'était drôle, tu vois. Et donc, je reprends l'avion. Finalement, j'étais contente d'être tombée amoureuse d'elle, mais je m'en fous. Enfin, j'avais aucune attente, tu vois. Du coup, je rentre en France. Je continue à courir comme une gueudin, même si j'avais plus de combat de boxe, mais j'avais pris l'habitude, quoi. Et à force de courir, en arrivant, quoi, au bout de 2 semaines, même pas, je me fais j'ai mal aux pieds, quoi. J'ai hyper mal aux pieds et tout. Putain, j'arrivais plus à courir. Et ma mère, elle me dit, faut que t'ailles voir mon kiné, il est génial. En plus, il a un assistant, il va te plaire. Donc elle voulait me caler avec son rêve de me mettre avec un médecin. Et donc moi, non, mais j'ai envie de voir une nana qui est ostéo. Non, mais va le voir lui, c'est le meilleur et tout. Bref, elle me le vend, quoi, son truc. Je te paye la séance. Bon, oui, de toute façon, j'ai pas de thune. Hein. Ça va être compliqué. Et c'était avant d'attaquer la saison d'hiver où j'allais bosser en réception. Et donc voilà, me voilà arrivé dans le cabinet d'ostéo, kiné-ostéo. Et là, il y a un mec qui ouvre la porte, là. Il me fait passer. Et puis là, j'étais sur la table, puis il commence à me parler. Et puis je commence à écouter sa voix. Puis il me dit, ouais, alors je dis, ouais, je suis en train de me séparer. Il me dit, ouais, moi aussi. Et puis je sais pas, j'ai un truc j'ai écouté sa voix, puis je l'ai regardé, puis j'ai fait, putain. Et je lui dis, putain, en fait, je suis rentrée pour lui, en fait. C'est pour ça qu'il fallait que je rentre. Il fallait que je fasse tout péter avant, quoi. Donc pour moi, c'était le cadeau de tout ce que j'avais enduré. Et finalement, il s'en est passé, hein. Tout début, alors j'ai essayé par tous les moyens. Hein. J'allais avec des super sous-vêtements. Il y avait rien à faire. Et voilà, puis finalement, après j'ai lâché l'affaire, parce que j'ai dit, bon écoute, il est pas open. Puis j'ai commencé à aller mieux aussi, parce que je commençais à sortir de ma déprime. Je commençais à revoir mon meilleur copain, refaire du snowboard, me remasturber, tu vois, genre. Et puis là, ça allait vachement mieux en fait. Et puis là, je retombe sur cet ostéo. Et finalement, écoute, on commence à se fréquenter. Et puis finalement, je devais retourner au Chili, puis j'ai annulé. Et finalement, il commence à m'aider, à m'envoyer du monde. Parce que moi, je voulais arrêter, hein, l'énergétique, tout ça. Et du coup, il m'a aidé. Du coup, j'ai commencé à avoir mon cabinet aux Arcs, et puis à Chambéry. Puis du coup, j'ai commencé à faire des cercles de femmes. Et puis du coup, après, par la suite des événements, je commençais à prendre de plus en plus indépendant, de prendre mon cabinet avec ses bains, de faire encore plus de cercles de femmes, de rencontrer plein de femmes, dont toi. Et ouais, et du coup, ouais, pour moi, ça a été vraiment un épisode de ma vie marquant, quoi, tu vois. Ça m'a transformé, enfin, et puis développer ton potentiel, quoi, tu vois. J'étais hyper timide finalement. Après, j'ai commencé à chanter.
Enfin, si à 10 ans, tu m'aurais dit, meuf, là, bientôt tu vas faire des formations, tu vas guider des gens, tu vas être thérapeute et tout. Tu vas gagner ta vie comme ça. Genre, là, je t'aurais dit, mais... Et en fait, ça allait hyper vite, quoi. Hyper vite. Et du coup, bah là, maintenant, bah, je suis complètement indépendante, finalement. Et maintenant, je vais dans une autre période de ma vie où j'entame une formation en psychanalyse symbolique et étude des rêves. Et donc là, je reviens d'une semaine là-bas et en fait, j'ai appris plein de choses. Et là, j'ai eu un éveil de l'esprit, quoi. Il y a un truc qui s'est passé, du coup, maintenant, je cherche... voilà, l'obsidienne, ça m'a fait vraiment du bien pour faire péter les polarités. Et c'est un chemin de vie, hein, je continuerai à l'utiliser. Mais là, voilà, j'ai trouvé un autre domaine aussi, une voie du milieu, quoi. J'avance, voilà. Aujourd'hui, j'en suis là, mais c'est rigolo qu'on se voit. C'était pile... ouais, c'est passé... même pas tant de temps que ça, hein, je te dis. Je suis rentrée du Chili il y a 7 ans et demi. C'est ouf, hein? Alors, donc moi je pratique dans mon centre. J'ai créé un centre de bien-être holistique qui s'appelle le centre Pachamama, qui se situe au Bourget du Lac, 47A route de Chambéry, en plein centre du Bourget. Et donc, dedans j'ai un espace où je propose des formations, des ateliers, des rituels. Je propose les soins, les massages, l'accompagnement avec l'obsidienne. Et donc, alors j'ai 2 sites internet. Alors il y a le site Centre Pachamama, où il y a tout l'agenda de ce que je propose, qui est actualisé tout le temps. Et une page qui s'appelle... Alors attends, c'est www.centrepachamama.com. Et mon autre page où je parle un peu de mon parcours, mon CV, on va dire, mon CV professionnel dans la thérapie, c'est www.danielgilio.com. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.